Le sommet Bush-Gorbatchev demain à Helsinki, les deux grands prêts à une coopération politique et économique, mais probablement pas militaire. Opération Commando en Corse, des hommes revêtus de cagoules font exploser un village de vacances, il n'y a pas de victimes. Jacques Fourou n'est plus sélectionneur de l'équipe de France de rugby, il a démissionné cet après-midi. La guerre des asperges au théâtre La Bruyère à Paris, Claude Pieplu et Ronnie Cooter jouent de drôles de militaires. Bonsoir. Innocentes victimes d'une crise qui les dépasse, orphelins d'un pays officiellement rayé de la carte, 58 enfants de nationalité koweïtienne venus passer leurs vacances en France vont y rester pour la rentrée scolaire. 58 enfants, 58 sourires dans la crise. Reportage à Divonne-les-Bains de Franck Giroud. Lundi matin, pour la rentrée, le collège Marcel Antonios accueillera 30 élèves un peu particuliers. Tous sont koweïtiens. Parmi eux, Khairé et Anwar. Elles étaient venues comme chaque été passer leurs vacances en famille à Divonne-les-Bains. La crise du Golfe les empêche de rentrer dans leur pays. Mais la vie continue et à leur âge, 14 et 15 ans, septembre annonce la rentrée des classes. La chose la plus importante est d'apprendre le français et nous allons nous y attacher. Nous espérons également nous faire des amis français. Nous ne savons pas pour combien de temps s'est installée cette crise. J'espère le moins longtemps possible. Mais du fait de notre présence ici, nous avons choisi d'envoyer nos enfants à l'école. Une bonne façon de tirer avantage de la situation. Tout a été très vite pour l'organisation des cours. En une semaine, l'Éducation nationale a débloqué un poste d'enseignant bilingue pour les petits koweïtiens qui iront en classe élémentaire. Dans ces villas, à la frontière suisse, ce soir, privés de tout contact avec leur pays, 58 enfants du Koweït préparent leur cartable. Pour eux, lundi, ce sera aussi la rentrée. Non pas à Koweït City, mais à Divonne-les-Bains. À quelques heures du sommet Bush-Gorbatchev qui va se tenir à Helsinki, Saddam Hussein va s'adresser ce soir à la télévision irakienne aux deux chefs d'État. Nous vous tiendrons bien sûr informés dès que le chef de l'État irakien aura pris la parole depuis Bagdad. Les deux présidents américains et soviétiques sont arrivés ce soir à Helsinki, la capitale finlandaise. George Bush et Mikhail Gorbatchev auront demain 5 heures d'entretien, largement consacrés bien sûr à la situation dans le Golfe, les enjeux présentés par Pascal Verdeau. Helsinki, capitale des droits de l'homme. C'est dans la capitale finlandaise, il y a 15 ans, que la libre circulation des hommes et des idées, qui allait entraîner en 89 la chute du mur de Berlin, était reconnue formellement par les soviétiques. Aujourd'hui, nouvelle utopie, il s'agit selon George Bush de mettre en place la pierre angulaire d'un ordre international plus sûr qu'avant, bref, resserrer l'étau autour de l'Irak avec l'aval du Kremlin. Pour ancrer un peu plus Moscou dans le camp occidental, les Américains, en position de force, ont déjà fait des concessions à leurs partenaires. Pas d'ultimatum conjoint à Bagdad et surtout George Bush ne demandera pas à Mikhail Gorbatchev l'envoi de troupes terrestres dans le Golfe. L'Angleterre, pour sa part, s'est prononcée pour l'envoi de navires soviétiques. En contrepartie, le président américain pourrait solliciter le retrait d'Irak des experts militaires soviétiques encore présents et réclamer une extension de l'embargo décidé par l'ONU. L'ONU, rien que l'ONU, répondront les soviétiques, qui ne veulent pas rompre les ponts avec Bagdad et insistent sur un règlement politique associant le monde arabe. Cette position d'interlocuteur privilégié de l'Irak constitue la carte maîtresse d'un Mikhail Gorbatchev affaibli par ses problèmes économiques intérieurs, pénurie de pain et de farine à Moscou, et inquiet quant à une implantation militaire américaine à long terme dans le Golfe. Nuance donc dans l'approche de la crise, mais avant tout solidarité nouvelle. Une déclaration commune demain marquerait une étape historique dans les rapports entre les deux super grands. Au-delà de l'enjeu politique et militaire du sommet, les entretiens Bush-Gorbatchev auront aussi demain une forte coloration économique. Le pétrole soviétique, par exemple, en échange de la technologie américaine. Samuel Costa. L'URSS est tout simplement le premier producteur mondial de pétrole avec 624 millions de tonnes en 88, soit 150 millions de plus que les USA et plus du double de l'Arabie Saoudite. Mais avoir du pétrole ne suffit pas, encore faut-il pouvoir l'exploiter. Les soviétiques en ont fait l'expérience avec une baisse de la production pétrolière de 5% en 89, due au manque de technologie appropriée. Leur potentiel est encore inestimé. Rien qu'en Sibérie se cachent d'énormes réserves inexplorées.
Des réserves que les soviétiques seraient prêts à mettre sur le marché, surtout avec un baril à 31 $. En échange du pétrole, les Américains apporteraient les dollars, le savoir-faire et les machines. Cette poursuite du rapprochement dans le domaine pétrolier aurait au moins 3 vertus. Donner un coup de fouet à l'économie soviétique, favoriser le rapprochement entre les deux super grands et enfin réduire la dépendance vis-à-vis des pays producteurs du Golfe. Sur la situation de crise dans le Golfe, les accords de coopération entre Washington et Moscou intéressent bien sûr au premier chef les pays limitrophes de l'Irak, les capitales du Moyen-Orient attentives à tout nouvel accord d'Helsinki. Correspondant spécial à Amman d'Alain Ménard. Le renforcement de la solidarité États-Unis-Union soviétique face à l'Irak, souhaité par Washington, va-t-il aller jusqu'à un accord sur l'utilisation de la force militaire américaine? C'est la seule question qui intéresse ou préoccupe le monde arabe. Les alliés du Golfe de George Bush prônent ouvertement cette intervention. Au Caire, Hosni Moubarak ne pardonne pas à Bagdad les mensonges qui ont précédé l'invasion du Koweït. Le roi Fahd d'Arabie, comme les émirs du Golfe, redoutent la puissance militaire de l'Irak et ont encore dans les oreilles l'appel à la révolte visant à déposer les régimes arabes lancés par Saddam Hussein. À l'inverse, la Jordanie souhaite que la proposition soviétique d'une conférence internationale, donc d'une solution négociée, s'impose et écarte le risque d'une déflagration qui bouleverserait la région. Même position de la Syrie, qui est persuadée que l'Union soviétique s'opposera à l'usage de la force. Pour Hafez el-Assad, il est préférable de jouer la montre, le pourrissement de la situation, ce qui a à ses yeux un autre avantage, a-t-il dit récemment à des diplomates, celui de favoriser l'éclatement de l'OLP, miné par les positions pro-irakiennes de Yasser Arafat, une OLP déjà fortement fragilisée par la disparition brutale de 75% de son financement qui provenait des pays du Golfe. Le Quai d'Orsay vient de confirmer que 2 ressortissants français avaient obtenu cet après-midi un visa pour quitter l'Irak. Information révélée à midi par nos confrères de FR3 Bourgogne dans un entretien avec un Français retenu à Bagdad. De son côté, Jacques Chirac, qui est arrivé cet après-midi à Saint-Raphaël, où se tient l'université d'été du RPR. Jacques Chirac, donc, a évoqué le sort des ressortissants français toujours détenus en Irak et au Koweït. Le président du RPR qui a réaffirmé sa volonté de fermeté concernant la situation dans le Golfe. Dans l'état actuel des choses, de moyens responsables et raisonnables pour atteindre cet objectif et aussi un deuxième objectif aussi important qui est le retrait de l'Irak du Koweït, que par l'application d'un blocus qui soit véritablement total et déterminé. Je ne vois pas aujourd'hui d'autre solution pour cela. Le sud-Liban, une nouvelle fois à feu et à sang depuis hier avec des affrontements cette fois entre Palestiniens. Le Fatah de Yasser Arafat s'efforce de déloger les révolutionnaires d'Abou Nidal de leur position à Saïda. Premier bilan en 24 heures, 49 morts. Mathilde Pradier. Au cri de rendez-vous ou mourrez, les membres du Fatah pourchassent sans merci les derniers partisans d'Abou Nidal. Méthodiquement, les combattants de Yasser Arafat ratissent toutes les rues du camp d'Ain Enoué, s'emparant des principaux axes, matant les poches de résistance d'Abou Nidal. Et dans ces combats de rue, au mortier d'immeuble à immeuble ou au tir à bout portant, 49 personnes ont trouvé la mort, 170 blessés. Frère d'hier, ennemi d'aujourd'hui, Abou Nidal a quitté la fraction majoritaire de l'OLP en 1973 pour fonder le Fatah Conseil révolutionnaire et se lancer dans de nombreuses actions terroristes, peut-être le rapt d'occidentaux. Le Fatah est décidé à en finir avec Abou Nidal, car selon lui, ces actions terroristes nuisent au peuple palestinien. Il semble que Yasser Arafat cherche à éliminer les branches extrémistes de la centrale, comme pour rester ouvert à l'extérieur à toute possibilité de dialogue, de négociation au Proche-Orient. En France, véritable opération commando la nuit dernière en Corse. Un village de vacances détruit par des bombes, une opération anti-tourisme non revendiquée, mais qui a vraiment la couleur et l'odeur de l'ex-FLNC. Commentaire de Nathalie Darrigan. 21h30 hier soir dans ce village touristique près de Bonifacio, 6 ou 7 hommes armés et cagoulés font irruption dans ce lotissement encore en construction. Ils demandent aux vacanciers italiens et aux ouvriers présents de les suivre. Ligotés, les 30 prisonniers sont placés dans cette villa pendant que le commando pose 7 charges dans le centre. À 23h, 3 d'entre elles seulement explosent. Pas de violence a priori. Non, aucune violence. Les dégâts sont importants.
Bon, vous avez pu voir à côté, là, ça a sauté, mais ils ont fait sauter une villa où il n'y avait aucun mobilier, hein, normalement. Donc c'est une remise de matériaux et d'objets divers. 2 bungalows et une grue du chantier ont été détruits. Pas de signature, mais 2 inscriptions sur les murs. Ça va sauter et non à la mafia. Selon les témoins, les hommes armés ont affirmé agir contre l'État français. Bien entendu, tout le monde pense à l'ex-FLNC. Le 13 avril dernier, l'organisation indépendantiste avait revendiqué une opération similaire, dirigée là encore contre un village de vacances en Corse du Sud. L'ex-FLNC s'oppose notamment à l'arrivée de promoteurs étrangers en Corse. Ici, près de Bonifacio, les investisseurs sont italiens. Le SRPJ d'Ajaccio a été saisi de l'enquête. Les sports maintenant, football à moins d'1 heure du match Marseille-Paris Saint-Germain ce soir au stade Vélodrome. Conférence de presse cet après-midi réunissant Tapi, Beckenbauer et Gilly. Apparemment, tout va bien à l'OM. Que certains se soient tus, que d'autres aient beaucoup parlé et dans toutes les directions, il est évident que l'Olympique de Marseille offre l'image d'une entreprise où tout le monde tire dans le même sens. La mise au point officielle qui s'imposait avec force s'est donc produite à 18 h cet après-midi. Un rendez-vous pour présenter le Kaiser, Franz Beckenbauer, à la partie de la presse marseillaise et nationale qui ne l'avait pas encore vu. Il est toujours extrêmement difficile pour toute forme d'action de remettre en cause les choses, surtout quand ça marche bien. Quand ça marche bien, on a tendance à la fois par crainte du changement et surtout parce que finalement on ne change pas quelque chose qui fonctionne, donc on a toujours peur d'apporter quelques modifications, car finalement quand ça marche on a toujours peur que ça finisse par pas marcher. Il va répondre. Je crois qu'on va travailler en équipe, on a travaillé déjà cet après-midi sur l'organisation du staff technique et on va travailler en équipe de façon à ce que je puisse donner le maximum d'informations à France et que ça puisse être profitable au club. Dann der nächste Punkt ist die Mannschaft. Olympique Marseille ist heute von der Reputation. Pour Franz Beckenbauer, le rendez-vous de Marseille est un pari. Marseille a une vocation européenne, de grands joueurs. Lui aussi, il prêche l'esprit d'équipe. L'objectif de l'OM est triple cette saison. Le championnat de France, bien sûr, la Coupe de France et la Coupe d'Europe. L'OM ne devra pas se rater. Georges Matera maintenant en direct au stade Vélodrome à Marseille. On l'a vu sourire de Gérard Gilly, l'ancien entraîneur en titre de l'OM. C'est un sourire de circonstance ou vraiment tout va bien? Écoutez Eric, il est difficile de savoir vraiment ce qui se passait dans la tête de l'entraîneur marseillais. Ce qu'on sait, c'est que la venue de Franz Beckenbauer ne le réjouit pas plus que ça. En plus, il est difficile de savoir aujourd'hui la compétence exacte du Kaiser dans son rôle de directeur technique. Réussira pas. En fait, Gérard Gilly attend pour voir. Alors, on a beaucoup parlé, notamment hier soir dans le 19-20, du salaire de Franz Beckenbauer. Vous avez des informations complémentaires? Ça a été la grande question pendant la conférence de presse. Quel salaire pour Franz Beckenbauer? Bernard Tapie n'a pas voulu répondre en essayant aussi de minimiser quelques chiffres qui avaient déjà été avancés. Ce qu'on sait, c'est que en fait, le salaire de Beckenbauer sera fixé sur des objectifs. Championnat de France, Coupe de France et Coupe d'Europe. Et si Franz Beckenbauer remplit tous ces objectifs, eh bien il touchera gros. Mais le Kaiser vaut bien cet effort et pour Marseille aussi. Et dans ce cas-là, peut-être les 20 millions de francs dont parlait Paul Amar hier soir. Est-ce que Franz Beckenbauer est arrivé au stade Vélodrome ce soir et quel accueil surtout lui a été réservé? Écoutez Eric, les Marseillais sont méfiants. En fait, Beckenbauer est une telle star que les Marseillais n'imaginent pas qu'ils vont le rencontrer ici. Il est arrivé au stade pour la conférence de presse. Il a ensuite été conduit à la loge de Bernard Tapie. Peut-être Bernard Tapie le présentera-t-il au public aujourd'hui, bien que le contexte soit difficile en ce moment au stade Vélodrome. Mais en tout cas, les Marseillais n'ont pas encore vu Beckenbauer. Il est bien sûr son nom sur toutes les bouches, mais je suis sûr que les Marseillais lui réserveront un accueil triomphal. Merci Georges Matera, merci aussi à Canal+, qui retransmet ce soir le match Marseille-Paris Saint-Germain. Donc merci à Canal+, de nous avoir prêté son assistance technique. Rugby, le petit caporal redevient homme de troupe après sa démission de poste d'entraîneur. Jacques Fourou n'est plus sélectionneur de l'équipe de France. Albert Ferras a tranché en faveur des grognards de son comité directeur. Journée particulière à Blagnac, suivie par Jean-Philippe Guillen. Après 4 heures de débat, Albert Ferras, l'immuable président de la Fédération française de rugby, a tranché. Dans le conflit qui opposait 3 des membres les plus anciens du comité directeur et Jacques Fourou, il a préféré retirer définitivement Fourou de l'entourage direct de l'équipe de France. Lundi dernier, Jacques Fourou, 43 ans, avait annoncé qu'il quittait son poste d'homme de terrain du 15 tricolore, poste qu'il occupait depuis 81. Depuis cet après-midi, il n'est plus président du comité de sélection qui choisissait les hommes appelés en équipe nationale, mais il reste vice-président de la fédération. Le président Ferras, lui, ne tolérera plus un seul écart de langage.
J'ai bien averti tout le monde que les salades, j'en veux plus. Et que si demain il y en a une, tant pis pour celui qui leur a envoyé la salade. Qu'on discute entre nous, qu'on dise je suis pas d'accord, bon, pour ci, pour là, c'est tout à fait normal. Mais qu'on me mette ça sur la place publique, en plus c'est repris parce que les journalistes, vous êtes un type bon, hein. Parce que s'il y a une phrase intéressante, même si elle m'emmerde, celle-là, vous la prenez. Le retrait de Fourou, qui s'est refusé à tout commentaire, laisse le champ libre à Daniel Dubroca et au co-entraîneur qui sera responsable des lignes arrières. Le Toulonnais Jérôme Gallion, ancien demi-mêlée international, pressenti à ce poste, n'a toujours pas donné sa réponse attendue en début de semaine prochaine. Joe Mazot, ancien international également, a été contacté par le comité de sélection. Quant à Serge Blanco, il sera désormais associé aux décisions et aux choix concernant l'équipe de France. Les successeurs de Fourou devront maintenant faire très vite pour rebâtir une formation compétitive. La Coupe du Monde, c'est dans moins d'1 an. Formule 1, le duel McLaren-Ferrari demain sur le circuit de Monza en Italie. Le Brésilien Ayrton Senna a soufflé la pole position dans la toute dernière minute des essais au Français Alain Prost. Donc on retrouvera en première ligne Senna devant Prost. En deuxième ligne, l'autre McLaren, celle de Berger devant la Ferrari de Mansell. Et puis vous le remarquez, sur sa Tyrrell Ford, le Français Jean Alesi a signé le 5e temps. Voilà pour le sport. Les autres faits marquants de l'actualité en France sont résumés sous forme de télégramme ce soir par Agnès Molinier. En ouvrant son magasin ce matin, un bijoutier de Marseille a été attaqué par 2 cambrioleurs. Touché en pleine tête par une balle, il est mort cet après-midi. Alors qu'il sortait ses présentoirs, un homme portant perruque et fausse moustache a pénétré dans le magasin. Il s'est enfui à moto avec un complice après avoir tiré sur le commerçant. Selon la police, le butin ne serait pas très important. Une jeune Allemande est morte cette nuit dans cette voiture. Pour une raison inconnue, elle remontait une voie ferrée avec son véhicule à Solignac, près de Limoges. Le Paris-Toulouse l'a traînée sur plus de 800 mètres. Éjectée, elle a été tuée sur le coup. Sa baguette n'a pu rien y faire, son pays a brûlé. Pour Merlin l'Enchanteur, le charme est brisé. Sa forêt légendaire de Brocéliande a été ravagée cette nuit par un incendie. Le feu s'est déclaré hier après-midi au lieu dit le Val sans retour. Ce matin, près de 300 hectares avaient brûlé. Ni la population ni les habitations n'ont été touchées. Les 6 modèles de la série royale signée Bugatti sont exposés ce week-end au jardin de Bagatelle à Paris, une première en France. Les plus belles voitures du monde ne s'étaient retrouvées qu'une seule fois depuis leur création il y a 60 ans. Aujourd'hui, à Molsheim, en Alsace, 75 de leurs petites sœurs sont parties pour un rallye de 8 jours qui doit les conduire devant la maison natale du constructeur à Milan. Société, l'incroyable mariage en Belgique aujourd'hui d'un homme déclaré mort il y a 2 ans. Le croque-mort qui avait refusé l'inhumation en 1988 était bien sûr aujourd'hui le témoin du marié. Jean-Marc Pistal. Comme ça, c'est le plus beau jour. C'est le plus beau jour de ma vie, c'est tout. Le plus beau jour de la vie de cet homme a suivi de 2 ans celui de sa mort. Michel Delpine a bien failli figurer à la rubrique nécrologique avant de voir son nom inscrit au carnet rose. Mais il peut se vanter d'être l'un des rares êtres humains à devoir un sursis d'existence à son croque-mort. Le croque-mort, c'est cet homme, fier du bonheur de son ressuscité. Lorsqu'on lui présenta le corps sans vie de Michel, il refusa de croire à sa mort, sans motif rationnel. Je ne saurais pas vous expliquer, mais je savais pertinemment bien qu'il vivait, qu'on allait le récupérer, malgré tout ce qu'on pouvait dire, malgré qu'est-ce que le docteur pouvait dire, les appareils pouvaient donner comme résultat. Moi, je savais qu'il allait revivre. Et c'est arrivé. Après avoir quitté la mort, Michel Delpine découvrait aujourd'hui la vie à 2. Grâce à son sauveur, la mariée n'était pas en noir. Mais la reconnaissance du couple n'est pas allée jusqu'à quitter la noce en corbillard. L'ouverture de la chasse demain dans 35 départements du sud de la France, une ouverture marquée par la prolifération du gibier. C'est l'un des rares bienfaits de la sécheresse. Le gibier donc sera très important cette année. Gérard Pinson. Reprise demain de la compétition. Et ne vous fiez pas aux apparences, le gibier cette année est de taille à se défendre. Ainsi le lièvre poursuit sa forte progression. Et même le faisan naturel et ragaillardi, les chasseurs du bassin parisien, de Normandie et de Champagne, le vérifieront mieux que d'autres à la fin du mois. Et que dire du lapin, année exceptionnelle, avec un net recul de la myxomatose, dont on sait qu'elle est colportée par les moustiques. Or, cette année de sécheresse a permis d'enrayer beaucoup de maladies. La reproduction de toutes les espèces a été excellente.
Les jeunes perdreaux, par exemple, littéralement gavés de larves d'insectes, sont d'une vélocité rare. En un mot, le profane ne se doutait pas que la sécheresse pouvait à ce point favoriser le gibier. Le chasseur, lui, se souvenait de l'excellente saison 76, année de légendaire sécheresse. Reste au fusil à savoir garder le sens de la mesure et à ne pas s'écarter de la nouvelle image de gestionnaire de la nature que les fédérations de chasseurs cultivent depuis quelques années. Pour terminer ce journal, je vous emmène au théâtre La Bruyère à Paris. Claude Pieplu et Ronnie Couter y jouent La guerre des asperges. C'est une pièce, je dirais presque une farce de Pierre Louki dans laquelle deux militaires, après avoir vainement cherché l'ennemi, le trouvent en poursuivant donc des asperges. Reportage de Dominique Poncet. Touré par ses deux interprètes, le général Pieplu et le soldat Couter, Pierre Louki. L'un de ces rares auteurs ayant une vision gentiment déréglée de l'univers et qui joue à merveille sur la musique des mots, comme le faisait son ami Bobby Lapointe. Garde à vous! Pierre Louki, donc, qui passe ses troupes en revue avant qu'elles aillent défendre Guerre aux asperges, un joyeux délire orchestré par deux militaires désarmés. J'ai écrit une première phrase qui me semblait drôle, un général qui dit à son soldat, dites-moi, soldat, auriez-vous l'amabilité de vous mettre au garde à vous? Je ne savais absolument pas ce que j'écrirais après, et puis il s'est trouvé que c'est venu, alors les lignes sont venues, puis voilà, ça fait une pièce. Garde à vous! Dans l'armée, ma vraie famille. Je vous en prie, repos. Il fallait trouver un titre. Mais je blague pas, c'est vrai. Je ne sais pas. Enfin, il se trouve que les asperges, ça aurait pu être un compotier ou un fauteuil. Mais les asperges ont une petite importance. Voilà. Puis c'est joli comme titre quand même. Si la Terre tourne autour du Soleil, pourquoi les asperges seraient-elles les seules à rester sur place? Je vous le demande. C'est une pièce très physique, une pièce où il faut donner beaucoup d'énergie et on se cogne la tête souvent contre les murs et pour protéger mes genoux, je mets des genouillères de rugbyman. Bobo à la tête. Si, Bobo. Mais non, crois ça. On se fait des idées. C'est un grand numéro burlesque dans lequel on bouge beaucoup, on se roule par terre, on se tape la tête dans les murs. Bon, moi je suis obligé de faire d'obéir, je peux pas faire autrement. Embrasse ton père. C'est eux qui en font beaucoup, qui remuent, qui bougent et tout. Mais moi, quand j'ai donné mes papiers, c'était tout à fait calme. Général, hey! La dernière asperge vient de tomber. Je vous le disais, retour à l'actualité en ouvrant ce journal. Le président irakien Saddam Hussein a décidé ce soir de s'adresser au président Bush et Gorbatchev à la veille du sommet d'Helsinki. Par l'intermédiaire de son porte-parole, Saddam Hussein a mis en garde ce soir à Bagdad les présidents Bush et Gorbatchev contre toute atteinte au territoire sacré de la Mecque qui viserait non seulement 200 millions d'Arabes mais aussi 1 milliard de musulmans. Le porte-parole de Saddam Hussein qui s'exprime en ces termes: porter atteinte à ces lieux et les occuper n'est pas seulement dirigé contre 200 millions d'Arabes mais aussi contre 1 milliard de musulmans. Message télévisé donc ce soir du président irakien Saddam Hussein à la veille du sommet Bush-Gorbatchev. Dans un instant, la météo complète de Florence Klein. Nous développerons tous ces titres de l'actualité dans Soir 3 à 22 h. Très bon début de soirée. Madame, entre le 5 et le 9 septembre, vous ne pourrez pas jouer au loto. De toute façon, rien ne va plus. J'ai raté ma couleur, mon psy me prend pour sa mère, et ma chienne a fait une fausse couche. Oh, mais dès le 10 septembre, il y aura 2 tirages le mercredi et 2 tirages le samedi. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Le loto, bientôt 2 fois plus de chances d'avoir de la chance.